Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo qui porte sur le mouvement dans un champ de gravitation. Pour commencer, nous allons voir le mouvement des satellites et des planètes, et plus précisément la force et le champ de gravitation. Donc tout d'abord, il faut savoir que la formule pour calculer la force de gravitation exercée par un objet A, ou plutôt sur un corps A sur un corps B, se calcule par le vecteur F de A sur B qui est égal à moins G, G étant la constante universelle de gravitation, fois la masse de l'objet A fois la masse de l'objet B sur R qui est la distance entre les deux corps au carré, fois le vecteur unitaire dirigé de A vers B. Et dans ce cas, il faut aussi noter que G, qui est la constante universelle de gravitation, est égal à 6,67 fois 10 moins 11 newton par mètre, ou plutôt newton fois mètre cube, fois kilogramme moins 2. Cette valeur qui est donnée en données. Et aussi, on peut dire que F de A sur B, le vecteur est égal à au produit du champ de gravitation newtonien qu'on note G, vecteur G, fois la masse du corps B. Donc dans ce cas, G, c'est égal à moins G fois MA sur R carré. Maintenant, passons au mouvement des satellites et des planètes. On s'intéresse au mouvement du centre de masse P d'une planète ou d'un satellite de masse M en orbite considéré circulaire autour d'un astre attracteur A de masse MA. Donc nous avons l'astre attracteur A de masse MA et tout autour nous avons un astre ou une planète ou un satellite noté P et de masse M, dont l'orbite est considérée circulaire autour de A. Donc l'étude se fait dans le référentiel astrocentrique, considéré comme galiléen, et muni du repère de Fresnel, qu'on note P, UN, UT. La planète est soumise à la force de gravitation exercée par l'astre. L'application de la deuxième loi de Newton dans le repère de Fresnel permet de déterminer les caractéristiques des vecteurs vitesse et accélération du centre de masse du système en mouvement circulaire dans un champ de gravitation. Donc le mouvement de la planète est uniforme dans ce référentiel astrocentrique. On note tout d'abord que le vecteur accélération A se note A pour coordonnées AN et AT. D'où on peut en déduire que A est égal à V carré sur R par définition, plus la dérivée de la vitesse par rapport au temps, fois UT. Et si on remplace A, vecteur accélération, par l'expression de la force gravitationnelle, donc on peut en conclure que moins G fois MA sur R carré, ou plutôt ici A c'est le champ de gravitation newtonien. Ils ont la même valeur, donc moins G fois MA sur R carré fois, si on met moins G parce que le vecteur unitaire est de sens opposé au vecteur accélération, V carré sur R UN plus la dérivée dV dt UT. Et si on réarrange un peu l'écriture, nous obtiendrons au final V qui est égal à racine de G fois MA sur R.
d'où le vecteur accélération v, ou le vecteur vitesse v est égal à v fois ut, puisque ces deux vecteurs sont toujours collinéaires. Et comment on a pu en déduire que a est égal à cette expression? Eh bien, tout simplement, d'après la deuxième loi de Newton, la somme des forces est égale à la masse fois l'accélération. Et la somme des forces dans ce cas, c'est la force gravitationnelle exercée par A sur P égale à ma. Et la force gravitationnelle, comme on l'a vu, c'est égal à m vecteur g ma, d'où A est égal au vecteur champ de gravitation newtonien. Maintenant qu'on a vu toutes ces formules et comment obtenir le vecteur vitesse par rapport à la constante universelle de gravitation, à la masse et à la distance qui sépare les deux corps, nous allons passer aux lois de Kepler. Donc, au début du XVIIe siècle, en utilisant les résultats des observations d'un certain Brahe, l'astronome Johann Kepler formule 3 lois qui décrivent le mouvement des planètes autour du Soleil. Donc, la première loi de Kepler, c'est la loi des orbites, qui stipule que dans un référentiel héliocentrique, la trajectoire du centre de masse d'une planète est une ellipse dont le centre de masse du Soleil est l'un des foyers. Donc nous avons une ellipse nous avons la planète ici et le Soleil ici par exemple. Nous avons la symétrique F'. Donc la planète est distante de F par D et de F' par D'. Et donc on peut en déduire que par ce schéma que la trajectoire de la planète P est une ellipse dont le centre de masse du Soleil est l'un des foyers, F dans ce cas. Et on peut noter deux termes importants. Le premier, c'est apoastre ou apélie, ce qui est le point de l'orbite d'un objet céleste où la distance est maximale entre deux corps. Et le périastre ou périhélie, qui est le point de l'orbite d'un objet céleste où la distance est minimale entre deux corps. Donc par exemple, si P est là, alors P se situe à l'apoastre, ou plutôt le périastre, et si P était là, nous aurions l'apoastre. Maintenant passons à la deuxième loi de Kepler, qui est la loi des aires. Le segment de droite qui relie les centres de masse du Soleil et de la planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Donc si on reprend notre configuration précédente, et bien pour une durée totale entre P1 et P2 par exemple, et ici pour une durée totale entre P3 et P4 par exemple, et bien l'aire A1 formée par FP1 et P2 est égale à l'aire A2 formée par FP3 et P4. Donc, comme je l'ai déjà dit, la valeur de la vitesse d'une planète le long de sa trajectoire elliptique autour du Soleil est non constante, et donc elle est maximale lorsque la planète est plus proche du Soleil, d'où on peut en déduire que le segment de droite qui relie le centre de masse du Soleil et de la planète balaie des aires égales pendant des durées égales. Maintenant, la troisième loi de Kepler, qui est la loi
des périodes. Et cette troisième loi stipule que pour toutes les planètes du système solaire, le rapport entre le carré de la période de révolution T et le cube de la longueur A du demi-grand axe est égal à une constante. Donc l'expression T carré sur R cube consiste la troisième loi de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire. Ici T est égal à 2πr sur V. Donc le temps est égal à la distance sur la vitesse. Et on peut réécrire cette formule comme étant égale à 4π carré sur g fois m d'après la valeur de la vitesse qu'on a calculée auparavant, qui est en fonction de g, de m et de r. Pour généraliser, les trois lois de Kepler énoncées dans le cas de planètes en orbite autour du Soleil peuvent être généralisées à tout satellite ou planète en orbite autour d'un astre de masse grand M. Elles permettent de prévoir leur mouvement. Finalement, on va parler un peu sur les satellites géostationnaires. Donc de nombreux satellites artificiels mis en orbite autour de la Terre sont placés en orbite géostationnaire pour assurer diverses missions. Ainsi, le satellite géostationnaire semble immobile pour un observateur terrestre. En effet, sa période de révolution TS est égale à la période de rotation de la Terre, soit 23h56 et 20 secondes, qui est la valeur d'un jour sidéral. Jour sidéral qui est la durée nécessaire à la Terre pour réaliser une rotation complète sur elle-même. Aussi, on peut définir le jour solaire moyen comme la durée qui sépare deux passages successifs du Soleil à la verticale d'un même lieu, soit 24 heures. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.